tu serves de l'eau avec, machin et tout. Et à un moment, qu'est-ce que ça évoque, quoi? Je suis désolée. En fait, c'est débile de dire ça, mais en gros, c'est un peu de se dire c'est le minimum la fonction. Et oui, c'est bien. Du coup, j'aime bien vraiment la moquerie avec ça. Il y a des trucs. Enfin, c'est génial. Symbole, pourquoi spontanément les gens, comment ils enroulaient les formes. En fait, ces trucs. Ils ont traversé les siècles et ils sont pertinents forcément. Tu vois, ils créent du sens. Le logiciel, ça marche. Voilà, ça c'est mes inspirations, je me demandais. C'est des trucs comme ça. C'est des bouquins. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc que j'aurais oublié, perdu. En modélisant qui se rapproche d'un truc comme si j'étais en train de le faire en vrai. Je me suis raconté ma sauce comme ça. Je vais filmer, c'est drôle. Et je sais que quand je sais que j'ai ma journée où je vais modéliser ou me permettre de peindre, je suis contente comme si j'étais vraiment en atelier en train de fabriquer un truc. Mais ça n'est possible que parce qu'il y a l'écran tactile. Tu me redonnes la souris, j'ai plus envie. Ça vient, c'est critique, tu vois, c'est un commentaire politique dans un objet. Génial. Oui, mais sauf que ça peut faire plaisir à tout le monde. Mais ça fait pas plaisir à qui? Bah moi en fait je peux pas m'improviser, c'est un peu mon problème, c'est que je peux pas m'improviser dans... Du coup tu manges en tout état de cause, enfin en tout état de conscience et en sachant que on mange des poissons transgéniques qui sont élevés dans des filets. C'est un peu ça, c'est ma petite blagounette personnelle, c'est une petite coup de gueule. Je revisite ces trucs. Et t'avais trop la classe parce que c'était... Mais ça, donc ça c'était en 3D aussi? Ouais, c'est de la céramique trompe-l'œil en 3D. C'est c'est dingue ça. J'adorerais. Et du coup, voilà, céramique trompe-l'œil. Il y a plein de manufactures qui savaient faire ça, qui le font. C'est ça. Ah, j'ai envie de toucher un petit poisson. Tu regarde, c'est des assiettes à poisson. Cigarette. Ça, là. Je sais pas si tu connais. La 3D quoi. C'est magique. Je pense qu'il faut que ça aille aussi avec des préoccupations. Et parlant, quand je monte des trucs, il faut que ce soit enfin, en fait, je fasse une limite avec mon outil. Si j'ai pas je me lance là-dedans avec toute la maladresse de quelqu'un qui a pas de recul. Parce que forcément, Personne n'en a. Enfin, et du coup, évidemment, il y a forcément des moments où je vais trop loin, c'est pas bon, mais moi il me faut le temps de comprendre où je suis bonne ou pas bonne. Et du coup, tout ça, non, c'est passionnant, c'est un plaisir de faire ça, mais voilà, c'est compliqué. Je pense que c'est quelqu'un qui harmonise. Je prends ça. Attends, je vais changer ça, puis le livre, on le retourne parce que il n'y avait pas les couleurs qui vont avec le truc, et puis tu fais ton tableau. Et en fait, l'art total est ensemblier dans le sens où je l'emploie pour l'habitat. Ça va au-delà d'être décorateur ou harmoniser les choses, c'est vraiment tu fais un art total, tu dessines tout ce qu'il y a dans la pièce. Et ça doit créer du sens, et ça doit porter un truc. Un message, pensée, un truc. Ouais, une vision de ce que ça sera et tout. Et vraiment, Gaudi, génie là-dedans. Joe Colombo aussi, c'est un ouf. Ouais, j'adore Joe Colombo. Ouais. Bah lui, visionnaire. Ah ouais. Si j'arrivais pas à faire ça, mais en tout cas, j'admire beaucoup ce personnage. Mais je trouve que c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant quand tu dis est-ce que le design numérique en fait de demain qui sera dans notre intérieur va être angoissant et comment le rendre apaisant parce qu'il y a quelque chose quand même qui... J'ai une phrase, je vais piquer la phrase. Non, il y a Gluxit qui a dit un truc génial justement là-dedans, qui dit que c'est... Parce qu'il n'y a rien de plus cool que de se retrouver dans une maison de mamie quoi. Donc, je suis d'accord, mais en même temps... de plus apaisant en fait en tout cas. Je suis d'accord, mais en même temps je m'inspire que de trucs de mamie. Et donc voilà, donc c'est peut-être faire cohabiter l'ancien, remettre l'ancien. C'est reformuler l'ancien, ouais. Je pense vraiment, tu peux pas faire une esthétique qui part de zéro, la personne qui va te suivre. Donc il faut reformuler l'ancien. Certainement que je suis encore trop curieuse et qu'il faut que j'apprenne à me tempérer, mais ça me dit un truc trop bien, Antoine. Ah merde, c'est pas vrai. Je vais le dire trop mal aussi. Je suis sûre qu'il y a une phrase trop bien. En gros, il dit que c'est sûr que l'industrie te pousse pas à déstabiliser les gens
Parce que voilà, faut vendre. C'est-à-dire que les gens, faut qu'ils reconnaissent ce qu'ils connaissent dans ce que tu leur proposes. Et si tu respectes ça tout le temps, on n'avance jamais. Parce que s'il faut absolument que les gens ils se reconnaissent dans un truc qu'ils connaissent déjà, ben comment on fait pour innover? Et du coup, il y a une phrase vachement bien où il dit que c'est quand même le rôle du designer de déstabiliser les gens, même si il y a une part où il faut les conforter. Mais il faut les déstabiliser pour... Il y a un gars qui disait ça ce matin sur France Culture, il a fait ça l'ingrédient nouveau, c'était un truc qui n'avait rien à voir, c'était pour la bouffe en l'occurrence, mais il expliquait que dans la gastronomie, on était heureux quand on reconnaissait les choses, mais que dedans, il y avait un aliment nouveau. Il y a un terrain où il faut être apaisé, et en même temps, il doit permettre de déstabiliser sur un point pour... La cerise sur le gâteau, quoi. Exactement, et puis voilà, être un peu piquant pour Ouais. aller vers ailleurs. Surprendre. Ouais, un peu, mais il faut un peu... Mais c'est vrai qu'il faut un climat... Doucement. Et voilà, mais c'est parce qu'on est en France aussi. Peut-être, mais c'est en ça aussi que moi, quand je fais ça, je fais d'un seul coup trop loin. Tu vois. Faut peut-être être moins piquant, quoi. Un décorateur qui voudrait, et encore, j'ai beaucoup d'estime pour certains décorateurs aujourd'hui, c'est pas la question. Mais en fait, c'est conceptualiser un mode de vie autour des technologies nouvelles. Qu'est-ce que c'est que de vivre au milieu d'objets qui sont issus de l'esthétique numérique. Qu'est-ce que ça engage alors qu'on trouve ça hyper curieux, tu vois? Est-ce que ça angoisse et comment... Enfin, quelle gueule ça? En fait, c'est le visage de la maison de demain. C'est tellement prétentieux de dire ça. Mais en fait, c'est un peu ça. Tu vois, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça ce livre, il est hyper cool. C'est Cassina, c'est une grande marque de mobilier italien. Elle a été faite récemment, c'est leur catalogue. Et tu vois, ça s'appelle This Will Be the Place. Donc là, j'y pense, je viens de dire la même chose. Et ils essaient de dresser un portrait de ce qu'ils pensent être l'ambiance du mobilier à venir, sachant que ça engage toute leur gamme à eux qui peuvent être des pièces hyper old school. Et du coup, ils essaient de faire cohabiter, tu vois, l'esthétique de... Bon là, ça fait quand même années 80, c'est pas la bonne page, mais... Ils mélangent plein de trucs et ils essaient de livrer leur perception de ce que sera l'habitat de demain avec toutes les pièces qui peuvent arriver. Alors il y a mes pièces d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des trucs. Je les ai mis là. Ah ouais, putain, génial. Ouais, non, c'est cool. Et du coup, c'est surtout que la préface, elle est hyper bien. Elle est faite par le gars qui a fait l'édition. C'est un super commissaire d'expo et il est aussi cool. responsable du magazine Pin-Up. C'est une super édition. Et du coup, il a fait une super intro avec des interviews sur le devenir de l'habitat. Donc, ils sont bien. Et du coup, ça, c'est ce que je disais à Rullman, par exemple, quand on parle d'ensemblier, le génie de l'art déco. Bah, en fait, voilà, c'est des mecs. C'est comme Gaudi. Si tu regardes le taf de Gaudi, le gars, il est capable de faire une maison avec. Il dessine tout, en fait. Il fait le truc, quoi. C'est l'ensemble. Oui, le décorateur, et d'ailleurs, une esthétique développée par... je sais pas, c'est Matisse qui dit ça, il dit moi, c'est hyper simple, il dit moi, il dit mon rôle avec la peinture c'est d'apaiser les gens. Parce que moi-même, il dit, je suis très tendue et j'ai besoin de ce truc, quoi. Et si ça peut apaiser les autres, bah, j'ai déjà fait mon taf, quoi. Et du mode de vie en fait, qui engage plus que juste une action, tu vois. C'est le mode de vie total et que j'essaie de proposer, comme les ensembliers à l'époque, un ensemble pour l'habitat domestique qui amène certainement, normalement, des formes différentes, donc peut-être des usages différents, je sais rien, je suis pas assez renseignée. Mais en fait, s'asseoir sur une chaise qui est générée numériquement, peut-être ça engage pas. Le fait de s'asseoir, je parle pas de chaise. Mais en fait, s'asseoir sur un matériau généré par une machine de fabrication numérique, ça se trouve, ça va pas être comme s'asseoir sur une chaise en bois. Après, ça fait... T'handicapes la photo, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, lui, il s'est dit, bah ok, bah, maintenant que les objets sont virtuels, on peut très bien abîmer le code d'un objet aussi, en fait, avant de l'imprimer. Et il a savoir comment tu affectes le langage d'une image à l'objet et en quoi ça fait évoluer l'objet. Et du coup, là, il s'est dit, bah, on fait du glitch avec les images. Ben, les objets, maintenant, c'est des données... tu sais, le glitch, en fait, pour faire une image de glitch, Ouh là là, c'est un peu comme... Moi, j'ai fait de la danse à la base. Je dessinais comme un enfant qui dessine bien, quand même. J'aime bien le dessin, mais
j'étais en compagnie de danse. Et du coup, Cool. j'étais... La danse quoi, contemporaine? C'était 2 anciens danseurs étoiles de l'Opéra de Paris qui, en sortant de l'Opéra de Paris, ils ont fait une petite compagnie d'intermittents du spectacle parce qu'ils se partent à 45 ans, donc ils ont encore toute leur vie devant eux, tu vois. C'est juste la retraite quand t'es à l'Opéra de Paris, c'est hyper tôt. Donc tu t'en vas, mais tu continues à faire ta vie. Donc ils ont monté leur compagnie. Et ils faisaient des prods un peu dingues, tu vois. Ils cherchaient des danseurs de tout âge, de tout sexe, de tout truc. Ils expérimentaient, quoi. Ils sortaient de l'opéra, ils se lâchaient, quoi. Et du coup, ils voulaient une gamine. Et moi, j'avais eu vent de leur recherche. Alors, d'une qui faisait ça, c'est des trucs un peu. Ils montaient des spectacles assez cool comme ça. Mais je les ai pas rencontrés dans ce cadre-là. Moi, je les ai juste rencontrés pour faire des cours particuliers parce que ma mère voyait que j'avais une petite propension à être forte en danse et qu'elle se disait que c'était très bien que je fasse autre chose qu'elle appelait ça des cours de banlieue. Que je fasse des cours avec des gens qui m'apprendraient culturellement quelque chose en histoire de la danse et tout. Donc elle était passionnée de danse, elle avait trouvé ces 2 anciens danseurs qui donnaient des cours. Et, Ta maman est danseuse? non, elle est juste fascinée de... Enfin, elle adore ça, quoi. Non, elle était institutrice et elle est très fantasque. C'est une petite fille. Et du coup... elle aime beaucoup la danse, elle aime beaucoup la peinture, elle aime beaucoup tout ce qui est... Voilà, elle rêve, quoi. Elle vit dans un monde... elle n'est pas dans le bon monde, mais c'est ma maman, quoi. Et du coup, elle avait trouvé ce cours de danse et ils ont accepté de me donner des cours. D'accord. Et j'ai fini par entrer dans leur compagnie, comme ça, petit bout par petit bout. Et du coup, j'ai été sensibilisée à plein de choses parce que c'était des gens passionnés, passionnants, qui composaient des chorégraphies à partir de tableaux qu'ils sélectionnaient dans les studios là. Ouais, des monstres, hein, c'est quand même exceptionnel ce genre de... C'était quoi la compagnie? C'était les 2 danseurs. Les 2 danseurs, c'était Wilfried Piolet et Jean Guizrix. C'était en France? Ouais. D'accord. Ils étaient à l'Opéra de Paris. Et ils ont fait leur petite compagnie. Et moi, du coup, j'ai été greffée sur des petites prods qu'ils faisaient avec des petits rôles qui étaient à ma hauteur. J'étais pas un grand interprète non plus, j'étais jeune. Mais j'ai appris énormément de choses parce que du coup, ils m'ont appris des techniques, genre de Merce Cunningham, de très grands chorégraphes, pour essayer de me mettre à l'épreuve, voir ce qu'un petit être pas très formé comment il arrive à s'emparer de techniques comme ça. Ils ont testé un peu, je pense, sur moi. Enfin, tu sais, un test hyper cool. Ils avaient des techniques, ils travaillaient avec des ostéopathes pour les postures dans le corps et tout, des trucs de dingue. Vraiment, ils ont théorisé plein de trucs. C'était passionnant. Du coup, j'ai eu tellement de chance et je me suis retrouvée avec ces gens qui m'ont éveillée à plein de trucs. Au final, j'ai fini par vouloir faire autre chose, tellement ils m'ont éveillée à plein d'autres trucs. Et du coup, j'ai fait du textile en pensant que j'allais m'intéresser au décor de théâtre et aux costumes. J'ai fait des stages de joaillerie, et après j'ai fait de la mode à Olivier de Serre. Ah ouais. Donc la pattern, tu fais des déclinaisons de gamme, tu dessines des patterns pour le textile. Puis après j'ai fait l'ANSI. Donc j'ai fait plein de trucs et tu me demandais comment... Ouais, comment t'étais arrivée à ça? Qu'est-ce qui t'avait poussé à rentrer dans ce milieu? Et après, au niveau mentor, ça a beaucoup changé au fil des années. Aujourd'hui, je dirais que je m'inspire beaucoup plus de peinture que du design à proprement dit. Après, c'est mon milieu, donc je suis au fait de ce qui s'y passe. Ce serait une erreur de ma part de ne pas savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai que encore une fois, je suis intéressée par les vieux trucs. Je vais être vachement intéressée par ce groupe de Viennois parce ils ont tout tenté. Derrière, ils se sont plantés. Ça n'a pas marché. Et c'est juste connu internationalement et tout le monde dit que c'est des génies. Mais à l'époque, ils n'ont pas réussi à ce que ça marche. Leur modèle n'était pas assez bien rodé. Mais donc ces gens, c'est plus des... Comment ça peut être méga spontané et méga techno et d'avoir ces 2 démonstrations l'une dans l'autre, en fait, c'est un peu la blague. Et du coup, je crois que ça plaît presque plus dans ce sens-là. Au final, les gens, ça les fait plus marrer. Fidèle, technique de taré, j'ai quand même modélisé ça facette par facette. Et du coup, l'autre côté, c'était genre, ouais, mais d'accord, mais un visage, ça peut être ça aussi. Du coup, c'était un peu le truc méga démonstration techno et méga expressif enfant de 4 ans si on lui demande de dessiner un visage. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme visage sur mon visage qui soit méga expressif? Et je me suis rappelé de cette scène quand j'étais petite parce que je me suis fait engueuler par ma mère
parce que j'étais mal maquillée, que c'était trop moche et qu'on avait fait n'importe quoi. Et je me suis dit, bah non, je vais faire un hommage à ce truc parce que j'étais super vexe, Camille. Je me rappelle, moi je trouvais que j'avais bien maquillé ma copine et elle avait dit que c'était trop moche. C'est pour ça que je fais la gueule. Et cette petite tête. Ça m'a pris un peu de temps. Et du coup, il y a cette violence aussi du tube qui est rentré comme ça à l'arrière. Que tu fais ça, c'est juste impossible en vrai. Parce que si tu fais ça, il y aurait de la pâte à modeler dégueulasse qui enfin, tu rentres, puis ça dégoulinerait partout. Donc il y a toute cette esthétique, un peu de modelage bizarre digital qui est impossible à faire en vrai. Donc je deal avec plein de données en même temps. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de portes d'entrée différentes. Il y a à la fois la peinture, leur usine d'archétypes, donc là, le cochon crapouilleux, il est tout moche. Ça, c'était les premières théières que j'ai fait avant de faire celle qui était à Pompidou. Le crapaud feng shui. Là, je me posais vachement la question aussi du... C'est trash comme sujet, mais j'ai envie de travailler sur des usines funéraires en rapport à des trucs qui ont été faits par les Égyptiens qui étaient magnifiques, qu'il y en a au Louvre, là, où ils mettaient des portraits des gens morts sur la momie. Et en fait, comme ce truc est il fait très masque funéraire, je me demandais si j'avais pas un truc à jouer dans ce machin. Mais... Franchement, parler de mort, c'est un peu le projet qui va faire que personne ne va vouloir le montrer. C'est pas très gai. Et le masque, du coup Le masque, je l'avais pas fait dans un truc funéraire, non, à la base. Après, je trouve qu'il commence à prendre sa place un peu comme ça, malgré moi, mais c'est mon visage, donc j'ai pas trop envie que ce soit un truc funéraire. Mais... Non, en fait, je l'ai fait parce que je faisais beaucoup d'autoportraits et que dans le terme d'imprimante 3D, t'as une hybridation assez rigolote de la dimension 2D et dimension 3D. C'est imprimante, ça lié quand même... C'est lié à tout. Enfin, une imprimante pour les gens, c'est du domaine de la 2D. Et ils te collent le 3D dessus, comme ça, c'est l'hybridation directe. Et du coup, en fait, je me demandais comment je pouvais générer un objet qui parle d'image, à savoir le modéliser avec de la matière photo, de l'ombre, tu vois, c'est donner de corps à tout le langage de l'image, mais le greffer sur un objet. Donc je m'étais posé la question d'un objet basse définition, qu'est-ce que c'est un objet désaturé, qu'est-ce que c'est un objet... Enfin, tu vois, tous ces trucs qui sont normalement des termes qu'on applique aux images. Et en faisant ça, en fait, je me suis dit, ok, c'est quoi un objet photographique, c'est quoi un objet machin. Et du coup, c'est parti de là, c'est-à-dire en fait, c'est un mélange, c'est propre, ça s'inscrit dans l'hybridation imprimante 3D, à savoir, c'est un masque fait par amas photographique, amas d'ombres et de trucs, parce qu'en fait, il y a vraiment les ombres, quand tu regardes le truc, il y a vraiment des ombres marquées et tout. Parce que là, on dirait vraiment, c'est l'angle de la photo fait qu'on dirait que c'est la photo qui fait l'ombre, mais l'ombre est vraiment là. Et du coup, c'était un peu de dire, je fais un portrait. Attends, je vais passer le bec vers ça, le contenant, la poignée. Et par rapport à l'esthétique que j'ai, qui est vraiment une espèce de modelé de couleurs qui se réassemblent comme ça, comme si c'était de la pâte à modeler, c'est déjà ce qui se passe là. Hein. En fait, tu sais, j'agglomère des petits morceaux, on dirait que c'est des morceaux de pâte à modeler agglomérés entre eux comme ça, et puis je fais monter tous mes trucs. J'ai des vidéos de ce truc qui se montent aussi, si tu veux. Et du coup, je fais pareil en 3D, quoi. Je tourne autour de mon machin, puis j'ajoute les couleurs comme ça, puis en gardant en tête qu'il faudra qu'il y ait la géométrie du bec. La géométrie, quand je dis géométrie, je parle vraiment de points qui font qu'on revient à l'archétype quand même, pour se regreffer, même si celui est quand même très bizarre et qu'on lit pas forcément. Mais donc la poignée, comment ça se fait qu'elle soit oblique comme ça? Ou c'était juste une interprétation? Alors il y a plein de trucs dans cette histoire. Le premier, c'est qu'il y a un peu un hommage à Stark. Oui, j'ose faire un hommage à Stark parce qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Mais je trouve qu'il a fait quand même des trucs assez forts. Et du coup, il avait fait ce truc qui était une bouilloire. D'accord. Et je trouvais assez chouette. Je suis très obsédée par la question de la filiation, de l'histoire. Alors je disais tout à l'heure, je suis pas linéaire quand je travaille, mais je trouve toujours qu'il y a que de toute façon on réinvente des trucs, on reformule des choses, mais on n'invente pas de zéro.
Partant de ce postulat, t'en as plein qui vont se mettre à faire de la copie pure de plein de trucs au motif que on réinvente, on reformule. Mais l'idée là, c'est juste que moi, je trouvais que ce truc est assez dingue, c'est-à-dire qu'en fait, il remplit la théière par ici, donc tu penches, t'as à bouilloire par contre. Tu la penches, tu la remplis par l'arrière du tube, et par un système de billes, ça ne ressort pas par là. Donc, tu penches, tu remplis, tu mets à chauffer et après tu vas. Et j'ai trouvé ce truc. En fait, ce que j'aime bien, c'est que là, pour le coup, il déstabilise un peu les gens, quoi. Tu vois, tu te dis, ah bah, il est dans un archétype trop bizarre. Il y a la poignée, le truc, il est là, l'archétype, mais en même temps, on est perdu, quoi. Et je trouve que de temps en temps, les designers, il faut quand même. Il en parle super bien, Gricic, de ça. Et qu'à un moment, le job, c'est quand même de pousser vers des trucs nouveaux. Et nouveau veut dire que les gens vont avoir besoin d'un peu d'éducation, ça fera ce mot. Mais pour. Tu vois, il faut une phase d'éducation pour appréhender l'objet, mais en même temps, il y a quand même un moment où il faut. Et du coup, ouais, c'est un regard de plasticien, peintre. C'est un peu genre. Voilà, c'est le réel, c'est réaliste. Qu'est-ce que j'ajoute en le réinterprétant avec l'iPad? Donc, on a l'espèce de transposition, passage au filtre de l'outil numérique via Galio, forcément, c'est pas que l'outil numérique. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'autre fera une autre interprétation. Là, via Galio, tu dis ton nom de famille. Oui, comme un filtre. C'est pas mal. Filtre Photoshop. Le filtre Galio. Allez. Là, c'est parein, c'est ma tronche. Oui, de dos. Enfin, là, c'est moi, puis là, c'est moi. Je me suis fait ma tête, quoi. J'ai fait le. D'accord. J'ai fait l'autoportrait avec mon iPad. D'accord. Ah, c'est bien. Tu pourras m'envoyer ça? J'essaie d'expliquer comme ça que j'ai vraiment un regard de plastique. En fait, c'est l'esthétique numérique, hein. C'est tout simplement ça. J'essaie de comprendre. Je fais des espèces de manifestes dans ma tête. Je teste des trucs pour comprendre comment cette esthétique se cerne ou pas, selon. Évidemment que je vais pas trouver le truc ultime qui sera applicable à tout le monde. Hein. C'est forcément lié à ma propre. Enfin, il y a quelque chose de singulier dedans, je l'admets. Mais il n'empêche que ça m'intéresse. C'est un peu comme un mouvement pictural, n'importe quel mouvement pictural qui a été fondé souvent par des petits groupes. Tu vois, t'as les fauvistes, l'expressionnisme allemand, ça m'intéresse vachement d'ailleurs parce que c'est des peintures où il y a vraiment les touches de couleur assumées comme ça, parce que tu fais avec le doigt, là, comme tu fais avec l'iPad, tu ne peux pas vraiment rentrer dans un détail photographique. C'est dans là, t'assumes. On voit la trace du pinceau, ton doigt en l'occurrence. Du coup, je m'inspire beaucoup du fauvisme et de l'expressionnisme allemand parce que c'est dans la même expression, c'est de vraiment lancer les couleurs comme ça, assumer les contrastes, pas forcément être dans le ressemblance photographique qui ferait que tu t'empares tout pour faire le réalisme, si tu veux. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'à n'importe quel mouvement pictural qui s'est fait, il y avait des groupes et il y avait des théories qui allaient avec leur... tu vois, je me demande souvent si je suis pas en train de faire ça, faire mon petit truc, mais avec l'outil numérique, je fais mon petit mouvement. Il y a d'autres gens qui travaillent dans le même sens. J'ai repéré des artistes qui font un peu des trucs dans le style. On est plein à se poser ces questions-là. Et certainement, ça se regroupera au fur et à mesure, mais on est trop dans le jus là. Et du coup, je pense que c'est un peu ça qui se passe. Ouais, il faut 20 ans, je pense, un truc comme ça de recul, parce qu'on peut pas. Du coup, voilà, ça se monte, mais il y a des gens qui se posent réellement la question de cette esthétique qui paraît curieuse pour l'instant, parce qu'elle arrive comme ça et qu'elle est encore en train de s'y faire un peu en mode fœtus raté. Mais du coup, faut essayer. Et non, et en plus, souvent, tu vois, cette question du mouvement pictural, elle est hyper intéressante parce que dans l'histoire du design, il y avait toujours. La peinture était toujours liée à un mouvement de design. Je sais pas si t'as déjà vu le Memphis, c'est pas connu. Ouais, Milano. Ouais, ben, t'as Memphis, le graphisme était complètement lié aux objets. Tu vois, c'était vraiment. Alors là, pourtant, c'est criant, je pense, exemple, parce que ça, tu peux pas te louper. Pas le couper là-dessus. Ah, mais c'est sûr. Donc, le mouvement Memphis, les objets, ils dérivent totalement de l'esthétique. Enfin, voilà, là, pour le coup, ils sont dans leur total aussi. C'était pas encore perdu. Ils faisaient des ensembles. Ils étaient lancés dans leur machin. Et puis là, il est complètement barré. Sa moquette, c'est la forme de sa chaise, mais comme si elle avait été vue de dessus. Enfin, tout, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et du coup, je me demande si je suis pas juste en train de faire ça, mais avec l'outil iPad, quoi. L'outil numérique. Enfin, les outils numériques. Enfin, juste... la renommée de cette manufacture viennoise de textile, au début, en faisant les premiers patterns iconiques de la marque, si tu veux.
Et du coup, quand moi j'ai été invitée à travailler avec cette manufacture pour la Vienna Design Week 2015, ils m'ont invitée dans leur showroom château, parce qu'en fait c'est le lieu de la propriétaire, donc elle habite dans un château dans la banlieue de Vienne. Et on a eu un rendez-vous et puis ils m'ont dit bon bah voilà, on est content, on a envie de travailler avec vous, avec ce que vous savez faire à l'iPad, c'est super. Et puis je leur ai demandé s'ils avaient des archives. Et du coup ils me disent ah bon, ça vous intéresse? Du coup on est allé et ils avaient une salle remplie de gouaches, d'échantillons et de trucs trop beaux. Et donc il y avait ça, alors ça en l'occurrence c'est une reproduction d'une des gouaches. J'ai flashé en fait sur tous les, surtout sur les patterns de Coleman Mother et du coup j'ai choisi de rester dans les archives et avec mon iPad de faire des interprétations. Du coup je copiais comme quand tu fais de la copie de tableau dans les musées quoi. D'accord. Donc en fait après tu rentres chez toi, tu récupères ça et tu te mets sur Non là pour le coup j'ai eu la chance, ils m'ont laissé dans les archives. J'avais une dame avec des gants qui me tournait les pages. J'étais pas très à l'aise pour elle, mais. Et du coup, après, je peignais, j'étais avec mon iPad, il n'y a aucun risque de détérioration puisque t'es sur ton iPad, donc c'est génial, tu peux faire tes petites interprétations. Et du coup, en regardant, je faisais avec mes couleurs que j'avais mis au point, ma charte que je m'étais mis en tête, c'est voir RVB. C'est quoi RVB? Pardon. Alors, RVB, pardon, non mais je parle comme un geek. Les RVB, c'est les couleurs d'un écran en fait. Quand tu travailles en impression papier, on appelle ça CMJN. Sur magenta, yellow, noir. C'est parce que ça va se faire en trame. Je sais pas si tu t'es déjà approché des affiches dans le métro, c'est des tout petits points de couleurs. Il n'y a que ces 4 couleurs qui sont imprimées en micro-points et du coup ça fait tes vibrations de couleurs. Et à la fin, quand tu recliques, tu vois le CMJN, c'est ça en gros. D'accord. Et RVB, rouge, vert, bleu, non, c'est pas ça. J'arrive plus, je te fatiguée. Arrête ça, Non, mais RVB en fait en écran, il y a besoin que de 3 couleurs parce que ça marche pas par soustraction mais par je sais plus quoi, c'est pas physique, c'est autre chose, c'est de la lumière, ça marche pas. Et du coup RVB c'est juste que tu peux avoir accès à des images totalement saturées sur un écran puisqu'il n'y a pas le physique qui rentre en jeu. T'es dans la lumière pure et du coup t'as des tons hyper trash. C'est ça qui pète à la gueule. Un vert fluo sur écran, tu l'auras jamais. Enfin, si on fait des très beaux pigments fluo, c'est pas vrai, mais du coup, voilà, c'est vraiment juste la luminosité de l'écran. Je m'étais mis, et du coup, d'assumer l'ADN d'un écran, c'était de me dire, bah ok, c'est RGB, je fais exprès, donc d'aller au rouge, le bleu, le vert, hyper marqué. D'accord, donc ça, c'était code couleur, c'était couleur. C'est moi qui me suis dit, ok, si je dois réinterpréter un patrimoine culturel d'une manufacture de textile qui a toujours travaillé avec la peinture, quand j'arrive avec l'iPad, l'ADN devrait changer, en toute logique. Et du coup, j'ai essayé de m'inventer une charte, si l'outil ça devient l'écran, je vais assumer jusqu'au bout que l'écran. D'accord, c'est intéressant. Donc j'ai été dans des trucs un peu trash quand même, faut admettre. C'était très très très. Mais donc ça sera inchangé pour toutes tes œuvres? Non, pas du tout, non. Je me suis tempérée. Hein. Non, après j'ai fait des trucs plus calmes. Mais c'est vrai que je me pose souvent cette question, c'est-à-dire quand je vais faire une image, je pense pas à des tons. Il y a toujours un moment où je vais respecter la nature de l'écran. Où tu vas pousser un espèce de. Par exemple, les effets de brosse. Là, je te montre le truc qui est derrière. C'est des fleurs. Ça, c'était un projet de tapisserie pour la manufacture d'Aubusson, mais qui n'a pas été retenu. J'étais shortlistée pour faire une tapisserie, puis ça n'a pas pris. Mais du coup, j'avais quand même pas mal avancé dessus. Et Aubusson, c'est connu, tu sais, pour. On appelle ça la tapisserie mille fleurs. C'est quand t'as vraiment plein de végétaux, les vieilles tapisseries moyenâgeuses. Du coup, j'avais fait une réinterprétation de ça à l'iPad en rajoutant des déchets un peu. C'est la nature de maintenant. On va mettre des déchets un peu plastiques, comme ça, des rebuts de l'industrie qui arrivent dans la nature, mais sans que ce soit trop. Tu sais, c'est pas canette, juste on est un peu dans un méli-mélo. J'avais fait ça. Ouais, justement, il y a une. Il y a une cohérence quoi. On pourrait presque se demander si c'est quand même si c'est pas des végétaux justement. Ouais, c'est ça, je fais exprès d'être entre deux. Genre ça c'est les filets des sacs poubelles, enfin bon ouais. Ouais, d'accord. Ça c'est avec plastique. Et donc ça aussi c'est à l'iPad quoi. Et donc ça c'est à l'iPad, mais ce que je te montrais c'est qu'en fait tu vois ces effets de brosse là, c'est des trucs propres à l'écran, puis les transparences, les machins, du coup
cet ADN-là, j'ai trouvé la solution. Genre, ok, je vais essayer tes RVB, qu'est-ce que ça donne? Sur cet exercice, je me dis pas RVB, je me raconte une autre histoire. Je me dis, ok, ça m'intéresse de travailler avec les transparences qui sont possibles sur l'écran, avec les calques et des trucs. Et du coup, là, par contre, je vais me mettre d'autres contraintes. D'accord. Voir. C'est vrai que c'est moi, parce que si c'est un attrape, c'est un piège, c'est Wackhausen. Wackhausen, c'est une manufacture historique de Villoise qui a beaucoup travaillé, qui a fait sa réputation au début de 1900 avec des grands peintres, dont Koloman Moser, qui était un ami de Klimt, et qui avait un atelier qui s'appelait la Wienerwerkstätte, et t'avais Joseph Hoffmann, un autre qui est super connu aussi. T'avais des architectes, enfin t'avais toute une... C'était pas des couleurs, et la dynamique, tu vois, qui sera au moins, c'est que le gros morceau, il est là. Ça fait partie de la manufacture avec qui j'ai traversé leurs archives. D'accord. Mais j'ai flashé dessus quand ils me les ont montrés, et du coup, ils m'ont permis de faire des copies pour présenter mon travail. Et à partir de ça, en fait, ça c'est un truc qu'il a copié un peu sur des patterns japonais. Et du coup, j'ai choisi ces trois-là, et j'ai fait des interprétations, et du coup, ça a donné ça. Ça a donné une version contemporaine en mode les pauvres poissons, la surpêche, les poissons organiques tout fluo. Et ça, c'est du dessin. Ça, c'est des présentations. Le retour au sacré et à toutes les bêtises que ça pouvait engager, à savoir d'être dans la... Comment dire? Quand on dit qu'on est superstitieux. L'idée, c'est pas de retomber dans des trucs qu'on a réussi à se décoller du dos parce qu'on a désacralisé la société, mais il y a un moment où il faut quand même retrouver un truc, quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens sont perdus. Moi, en termes de sens, c'est vachement dur de trouver un sens aux choses, aux trucs, s'il n'y a pas d'imaginaire, s'il n'y a pas de poésie. Comment t'as une vision sans accepter qu'il y ait une part d'imaginaire et tout. Enfin, j'ai du mal, en fait. Et du coup, toutes ces questions, ça m'habite franchement très clairement, quoi. Et sur la question de la vision, ouais. Du culture, vision, imaginaire. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les enfants parce que je trouve que c'est les seuls qui sont épargnés. Bah ouais, et en fait, tu vois très clairement, il y a un moment à l'école où l'école a pris le dessus. Et je dirais que c'est à peu près 6-8 ans, là. Tu vas dans une classe, parce que j'aime bien aller directement dans les classes, pas faire des ateliers avec les enfants qui viennent au musée, parce qu'ils sont déjà sensibilisés, donc c'est plus facile. Quand tu vas direct au contact d'enfants qui n'ont pas du tout de sensibilisation à ce genre de truc, tu leur demandes de dessiner, ils prennent une règle, une gomme, et tu demandes de dessiner un visage, ils font comme ça. Sans couleur, sans rien. Et si c'est couleur, alors les blacks se colorient en blanc, en rose. T'es là genre, mais attends, mais t'es marron, c'est pas un problème. Mais du marron. Et puis même, après, tu leur dis, mais t'as le droit d'être bleu, en fait. On est en train de faire un dessin, en fait. Il n'y a pas de... Ouais. Tu vois. Et du coup, en fait, tu sens petits, ils font des trucs n'importe quoi, plein d'expressions très rapides, plein de couleurs, c'est un plaisir, tu vois, c'est du plaisir, quoi. Ils sont là, ils se font plaisir, puis après, ça devient une commande. Ils savent pas commencer s'ils savent pas comment je vais les noter, déjà. Mais faut faire quoi, en fait? Tu vois, on te regarde, il faut faire quoi? Bah, fais-toi plaisir. Incapable. C'est fini, ils ont perdu le truc, quoi. Et t'es genre, c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose. Et on est encore dans le truc de mathématiques où, en fait, ils dessinent comme ils ont appris en géométrie avec les outils mathématiques. Et c'est juste. Et s'ils ont fait une erreur, ils gomment. Des gens qui... Mais c'est normal, c'est fascinant. Ils sont satisfaits d'un accident digital fait par un algorithme. On appelle ça du design génératif. Tu rentres un algorithme et puis ça modifie ta forme pour qu'elle ait exactement la répartition de matière parfaite, pour que ce soit le moins lourd possible et que ça utilise le moins de matière possible. Ça génère des formes qui sont basées sur des algorithmes extraits de la nature, donc tout de suite ça ressemble un peu à des racines qui s'entremêlent ou des trucs comme ça, parce que évidemment la nature fait bien les choses et que ça
répartir la matière de façon logique, si ça doit s'enraciner, si ça doit truc, si ça doit s'élever, si ça doit... Quand on extrait ces principes, on en fait des algorithmes et après on peut les appliquer encore une fois à des primitifs. Tu prends un cylindre et tu te dis je veux qu'il y ait tant de poids qui écrase dessus parce que c'est pour telle pièce d'ingénierie, je sais pas quoi, et truc, et tu rentres plein de données comme ça, et du coup aujourd'hui le design, le futur qu'on voit avec l'imprimante 3D, il est intimement lié au logiciel, puisque tu ne peux rien générer avec une imprimante 3D si tu n'as pas modélisé quelque chose. Donc tu peux bien faire toutes les innovations de l'imprimante 3D. Si le logiciel ne te permet pas de sortir d'un délire technologique, on ne fera jamais rien de... Tu vois, qui va au-delà de... Enfin, voilà. En fait, moi, je passe mon temps... On est dépendant. Voilà, et du coup, en fait, il faut d'autres logiciels, ou en tout cas d'autres gens qui s'intéressent à ça, qui ont autre chose que enfin c'est très important de savoir développer des pièces d'ingénierie. Vraiment jamais je dirais quelqu'un fait mieux ci, mieux ça, c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait moi je pense que je vais vers les choses où je sens que on n'a pas encore exploité tu vois, tout ce qui est le package culturel qui est griffé sur un être humain, il est violent quoi. Enfin, c'est rien que le fait de s'habiller. Donc pourquoi les objets ils seraient pas dans cette logique? Quand tu bois un verre d'eau dans une cantine ou dans un grand buffet, t'es pas dans le même verre, tu vois, c'est culturel. Tu peux pas faire les objets qu'en pensant fonctionnel. On n'est pas juste deux bras, deux jambes et une tête sur un corps. C'est pas possible. Ouais, alors que la technologie nous pousse à le faire. La technologie va dans ce sens, mais c'est très bien parce qu'en fait, ce qu'elle fait, je suis pas capable de le faire. Enfin, les gens qui développent ça, et du coup, il faut aller, tu vois. Et en fait, c'est hyper dur, nous, en tant que petites choses sensibles, parce que c'est un peu ça que j'arrive avec mes couleurs, et je dis, je mélange design, art, et il n'y a pas de dimension du tout scientifique dans ce que je fais, en fait, parce que je travaille pas avec les maths. Ben, c'est un peu dur de défendre ça, parce que l'innovation, c'est un truc, mentalement, on est tous en train de projeter à quelque chose d'hyper technique, ingénierie, fonction... Et du coup, moi, c'est plus là que je rame à expliquer. Et c'est pour ça que je dis, je fais pas de déco. Pour moi, c'est plus important. C'est vraiment de la défense, c'est de la culture. Tu vois, il faut un moment, Ouais, de la même manière que eux ont besoin de toi t'as besoin d'eux. Ils s'en rendent pas compte. Alors moi, je sais très bien que je peux rien faire sans ça, quoi. Mais ça a été hyper bien quand on a fait on a fait une conférence à Pompidou sur ce sujet-là. Et juste avant, il y avait une designer que je connaissais pas, je suis incapable de retrouver son nom, c'est terrible, c'est pas bien. Et qui défendait ça parce qu'elle était intégrée dans l'industrie automobile pour faire des pièces où l'imprimante 3D est utilisée depuis très longtemps, justement pour vérifier des pièces d'ingénierie et tout. Et elle défendait ça, le design génératif, en disant ça le fera toujours mieux que nous. Elle disait tout le temps mieux que nous. Puis à un moment, je pouvais plus, je dis mais attends, t'apportes autre chose que la machine. Et puis de toute façon, il y avait des humains derrière la machine déjà, donc mieux que nous, enfin, c'est déjà des humains que le truc. Mais donc ok, et les algorithmes en font mieux que nous, et t'as un humain qui vient, qui est habillé, qui a tous ses codes, qui est bourré de symboles, de trucs, qui est en face de toi, qui dit la machine fait mieux que moi, mais enfin, pourquoi on t'a brimé au point que tu crois que t'as même pas d'imaginaire et que c'est pas important qu'ils soient en toi et les objets qui t'entourent et tout, tu vois. Donc c'est pas de la... Je suis pas énervée, j'ai pas envie de lui dire tu dis de la merde, c'est pas la question. C'est juste ça me... c'est dur. Tu vois, t'es là genre, mais non, tu peux pas dire ça. C'est pas mieux, c'est autrement. Et justement, quand tu parles de ramener ton imaginaire à l'innovation, etc., on voit aussi germer beaucoup de choses par rapport à la nature, la biotechnologie. Donc, effectivement, pour avoir effectivement une jambe quand il t'en manque une, etc., mais aussi des technologies qui s'inspirent de la nature directement, quoi. Ouais, non, il y a ça, mais après... Parce que du coup, ça ramène un sens un peu à la technique, quoi. Mais après, il y a des gens qui le font, hein, mais moi, je vais pas dire que personne ne se pose ces questions-là, mais... Je sais pas, je vois même... Je trouve ça intéressant quand c'est l'être humain qui... Putain, il y a un moment, il faut que ça passe au travers, tu vois. En fait, si tu... C'est vraiment une question de ça. Moi, je pense vachement à Gaudi quand je parle de ça, la Sagrada Familia. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Sur sa cathédrale, l'église. Il y a une pièce où ils ont ça bien faire. On dit tout le temps, ça tombe tout le temps dans un truc complètement a priori, où on s'inspire de la nature. Ça fait tout le temps, oui, moi je m'inspire de la nature. Sauf que il y a des gens qui le font de façon très intelligente, d'autres qui le font moins. Et en fait, ce qu'il faisait, lui, à son époque, il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait rien.
tu vois qu'il faisait il a sélectionné des morceaux de bois parce qu'il savait que il y avait les réponses techniques pour tenir les grandes voûtes qu'il allait faire dedans. Donc c'était en fait tout passé au travers de lui. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a inventé, on fait mieux. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense qu'il c'est un prétexte tout ça. Ce que je vois, c'est que c'est surtout que on a tellement poussé qu'on a oublié plein d'autres trucs. On a poussé cette voie, que ce soit méga irréprochable et machin. Mais en fait, on n'embarque pas le bordel qui normalement passait au travers de Gaudi en l'occurrence. Et du coup, il y avait toute cette part onirique bizarre. D'ailleurs, il fait des églises, quoi. Enfin, voilà, il a fait des trucs, tu vas là-bas, mais tu décolles, moi, toutes ces architectures. Alors que sur photo, parce que j'avais toujours vu des trucs de Gaudi, j'étais là, genre, ouais, bon, c'est Disneyland, ça va, la déco, ça me gave. Et parce que c'est vraiment très chargé. Mais en fait, quand tu rentres, il y a une logique formelle entre chaque élément. Alors lui en mode art total, bonjour. Et grave. Mais moi j'étais avec ma mère, je me rappelle, et je parlais plus quand on revenait le soir, on avait visité 3 trucs, j'étais complètement. Après je suis sensible à ce genre de trucs, mais c'était. Il a déployé des trucs, enfin c'est fou quoi. Et tout ça passe par la forme, par le. Il t'embarque dans quelque chose. Ça peut pas être. La machine peut pas faire ça, c'est impossible. J'y crois pas. Mais il faudrait. Moi vraiment les étapes, là, moi dans mon futur proche, il faut que j'apprenne à. Il faut que je pose des mots sur tout ça. Où j'arrive, tu vois, à ce que ce soit c'est hyper pas important. juste un peu à ta sauce, mais je veux dire, il y a quand même j'ai l'impression qu'à chaque fois tu cherches quand même toutes les innovations, enfin des innovations les plus poussées pour pouvoir justement être un peu. Ouais, je pense en fait. Je sais pas si je fais exprès. En fait, par exemple, j'ai pas fait exprès d'aller vers l'imprimante 3D. C'est juste que quand je me suis dit je veux modéliser des objets à partir de mes peintures, j'ai fini par trouver ce logiciel et il n'y avait plus que l'imprimante 3D qui était capable de les sortir en fait. Donc du coup, elle est arrivée comme une solution, mais c'était pas un but. Et effectivement, en fait, je crois que je suis attirée. Je suis aussi attirée par ce milieu de la techno parce que je trouve que c'est pas bon ce qui sort, pour être franche, dans la mesure où c'est de la démonstration de technologie souvent, au lieu de. Je sais pas, enfin, je suis plus. C'est vrai que je suis plus. Tu vois, je suis plus dans. Je trouve que l'imaginaire doit prendre le dessus de la démonstration technologique. Et aujourd'hui, même dans l'expo Imprimons le Monde, il y a encore beaucoup de choses qui sont bouffées par le truc. Qui sont... Ça, c'est ma tête. D'ailleurs, elle était pas mal avec les petits yeux tout ronds. Là. Et du coup, je génère des formes un peu organiques comme ça, qui vont être de toute façon complètement mutilées par l'apport de la picturalité digitale, c'est sûr, parce qu'après, je peins vraiment comme ça. En ajoutant de la matière, c'est vraiment lié au geste, c'est le même geste, parce que de toute façon c'est sur l'iPad, donc et du coup je peins. Et cette image, elle est importée via le logiciel que tu m'as montré ou... Ça, non, ça en fait c'est hyper compliqué à comprendre, mais en fait c'est rien, c'est juste que... Alors attends, il faudrait qu'on voit long... Oh, j'arrive pas, c'est plus tard. En fait, t'as nombre infini de couleurs, donc tu choisis la teinte là, puis après tu choisis la saturation si tu veux que ce soit machin. Et du coup t'attaques comme ça. Bon, je fais n'importe quoi, hein, mais et du coup souvent je travaille d'après. Enfin j'ai besoin d'avoir une scène sous les yeux. Moi je sais pas, je fais pas de peinture sans. Enfin ça dépend pour l'illustration. Si on me dit il faut une fille qui est joyeuse, qui court partout, je vais quand même me mettre à sauter partout dans mon appart parce qu'il faut que je ressente le truc, sinon j'y arrive pas. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, je suis pas face à la glace quand je fais des nus parce que c'est beaucoup plus, c'est plus enfantin. Attends. Il est en total vrac parce que j'ai eu des problèmes de téléphone, j'ai tout désynchronisé, c'est affreux. Ah bah là, il est là en vrai le TUC. Il est assez cool. Bon. J'ai plus mes albums. Hein. Si. Tu vas les faire en série ou... Les tapis, tu sais, c'est de les commandes, c'est fait main, donc ces commandes, c'est 70 jours pour fabriquer, donc c'est un peu de la pièce unique, c'est de la fausse série, quoi.
Mais il est lié au catalogue de l'éditeur et il faut le contacter pour deviser et tout ça. C'est un vrai produit, ouais. J'étais en train de chercher l'illustration, mais comme tout a bougé, je reconnais rien. Non, oui, voilà, il va y avoir des trucs comme ça, donc... Ah oui, d'accord, donc tu fais aussi vraiment tu réponds à de l'illustration aussi. J'ai fait des trucs pour des magazines, ouais, pour un magazine de design d'ailleurs, qui m'a demandé d'illustrer ma vision de la narration que je pouvais avoir autour des objets, qu'est-ce qu'on greffait et tout. Donc j'avais fait une vue en subjectif, comme je t'ai montré. Ouais. C'est le magazine Designo, c'est un super magazine. Et ils sont venus me voir, ils ont dit oui, il y a peu de gens qui parlent de la narration autour des objets, tout ça. On sait que tu te préoccupes beaucoup de cette question, et du coup on aimerait que tu choisisses un texte que tu aimes bien, et que tu nous expliques pourquoi. Et en fait j'ai choisi le texte et je l'ai illustré, je l'ai pas expliqué pourquoi. Enfin c'était ma façon d'expliquer pourquoi, si tu veux. Puis le gars, de toute façon, le journaliste est super... il s'appelle Ollie Stratford, il est super, et il a écrit une intro hyper bien, donc ouais. Du coup, en fait, j'ai choisi mon poème préféré d'un écrivain anglais qui s'appelle Mine. C'est celui qui a inventé Winnie. On revient à Disney, hein, on y va. Parce que Disney a repris le personnage de Mine pour faire Winnie Ourson. D'accord. Et en fait, Mine, il a écrit un super poème sur ce que s'invente un petit enfant en s'approchant des chaises. Et donc, le poème, ça s'appelle Nursery Chair. Alors, les chaises de la crèche. Et du coup, à chaque fois qu'il voit une chaise, il s'invente une histoire. Et donc, il y a la chaise un peu coloniale. Bon, c'était un peu border à illustrer d'ailleurs, parce qu'il devait y avoir des espèces d'esclaves qui allaient arriver, mais on l'a pas mis. Parce que dans le poème, c'est un peu trashcore en mode colon qui va choper les indigènes. Bon, enfin bon, c'est toute la maladresse de l'époque, mais le texte est quand même super beau. Et en gros, le gamin s'approche et dès qu'il voit ce truc, il imagine, tu vois, la savane autour, et puis les indigènes, c'était comme ça à l'époque et tout. Et du coup, il se met à tirer en l'air avec son Et du coup, j'illustrais un peu ce poème parce que je trouvais ça hyper bien de se dire qu'on parlait enfin de ce qu'on greffe, ce que les gens greffent sur les objets. Parce qu'en fait, nous, en tant que designer, on peut bien faire tous les objets qu'on veut. On sait pas ce qui va être greffé en tant que... Tu vois, si c'est quelqu'un qui l'offre à quelqu'un, bah du coup, ça greffe une histoire à l'objet. Enfin, tout. Si tu as un objet, ça doit rester... Enfin, il faut que ce soit capable d'accueillir les histoires de tout le monde. Et du coup, je trouvais que ce poème tout con comme ça fait pour les enfants, il parlait hyper bien de ça, donc je lui ai choisi d'illustrer ce truc. Là c'était une chaise avec des barreaux, donc il s'invente à chaque fois qu'il est dessus qu'il est un lion, donc il monte dessus, puis il attrape les barreaux, il grogne, et à chaque fois qu'il fait ça, il fait trop peur à sa nounou, parce qu'il est à fond dedans, donc après il y a la nounou qui a peur, et du coup on a fait quand même un sacré truc pour les 4 chaises. Ouais. Là, j'ai pris la chaise des Ims sur laquelle t'es pour rigoler, mais c'est pas ça dans le poème, mais du coup j'ai mis celle-ci. Parce qu'il s'invente qu'il est sur un bateau, sur une des chaises, et ces matériaux c'est normalement fait pour faire des coupes de bateau. Donc du coup je me dis, ça va faire... Du coup il se met debout sur sa chaise, et puis son tapis commence à se transformer en mer avec des poissons et tout, parce qu'il imagine qu'il est sur son machin. Bon, bref, voilà. Ça c'était le dernier article, puis après la fin est géniale, c'est NODUS, ouais, il bosse avec plein de designers super chouettes. Du coup, j'étais un petit peu... j'avais peur de contacter, puis en fait, je l'ai fait. Au culot, je me suis un peu forcée. Je sais pas faire ça. Mais du coup, ça a marché. Donc, j'étais super contente. Tu leur renvoies ton dessin avec chaque référence de petits piou-piou, là. Des petits pompons. Et ils font faire le truc en Inde. Ils t'envoient des photos du truc qui se monte. Et l'interprétation de couleurs, j'aurais jamais été contente. Enfin, je me serais satisfaite du truc parce que c'est chouette d'avoir un tapis, mais et là, ils m'ont vraiment laissé jusqu'au bout pinailler avec chaque couleur et tout. Puis oui, ils ont tellement de choix en plus, donc on peut vraiment être sur des nuances. Donc j'ai tout rebalancé comme ça, c'était un bonheur de faire ça. Donc après, par contre, c'est eux qui fabriquent. Ils font fabriquer, ouais, carrément. D'accord. Mais ce que j'ai trouvé super cool avec eux, c'est vraiment, ils te laissent pinailler sur les couleurs, ce qui est très important pour moi, parce que je suis vraiment... j'ai l'œil vraiment hyper maladif là-dessus. Non mais tu sais, vraiment, les couleurs, quand je rentre dans une pièce, puis voilà, ça se passe comme ça. Puis j'ai contacté, après j'ai contacté l'éditeur parce que je suivais son travail depuis un truc assez chouette. Du coup, lui, on l'a remodelé un peu en longueur. Et puis les zooms, ils sont vraiment cool. Ok, alors comment t'as fait ça en Alors fait du coup, j'ai pris...
Donc, voilà. J'ai pris tous mes tapis préférés, j'ai des petites collections. En fait, ce qui se passe au-dessus, là, pas trop, mais dans la chambre à côté, il y a que des cartons d'objets que je stocke en sachant que je vais m'en servir, mais je sais pas pourquoi. Et il y en a une grande partie chez ma mère, et de temps en temps, je vais faire une razzia chez elle parce que j'ai besoin de mon cabinet de curiosité. Et du coup, j'ai acheté, souvent je traîne dans les vides-greniers, j'achète des petites tapisseries faites main, et comme ça, c'était une mamie qui avait fait ça, qui vendait ça 20 €. J'avais presque envie d'en donner plus parce que c'était terrible, c'est du point de croche, je sais pas combien de temps elle a passé dessus, mais du coup c'était exactement le jaune de mon vase en plus, parce que j'ai repéré. Ouais. Donc, je me suis dit, ah. Et du coup, en fait, quand je travaille, je travaille rarement d'après le net. Je vais dans les musées, je dessine dans les musées, je prélève des couleurs avec les peintures, tout ça, puis je reviens, puis je mets les objets dont j'ai besoin, et puis je fais une espèce de recette, des espèces de trucs qui traînent partout, donc je sais qu'il faut que j'arrive à les mélanger. Donc là, je savais qu'il fallait que le jaune il soit près de moi, il y avait des tapis que j'aime bien. Celui-là, il m'a vachement inspiré, on ne voit pas forcément l'affiliation. Il y a quand même des couleurs en naissant, tu vois. Et c'est un petit tapis sur lequel j'ai flashé dans un vide-grenier à Vienne, d'ailleurs. Et du coup, je l'ai gardé. On peut dire que souvent, en fait, tu t'amuses justement à trouver des significations aux objets. À réveiller, en fait. À réveiller des significations pour en attribuer d'autres... Pour attribuer à l'esthétique que j'ai mise en place avec l'imprimante 3D, à savoir cette espèce de... En fait, si tu veux, je fais rien de plus que le métier d'ensemblier qu'on maintenant on attribue au cinéma et au décor de théâtre. On parle d'ensemblier, mais on n'en parle plus pour le design. Et en fait, à l'époque, je pense début 1900, en fait, c'était tout à fait normal. Un designer, d'ailleurs, on l'appelait pas comme ça, mais un designer, il faisait tout. Et d'ailleurs, ce peintre, en l'occurrence celui dont je te dis que j'ai fait un hommage pour la manufacture viennoise, il faisait partie d'un crew qui s'appelait la Wiener Werkstätte, l'atelier viennois. Et c'était des ensembliers, ils faisaient de tout. Ils faisaient les arts de la table, ils faisaient des tapis, des textiles, de l'illustration pour les magazines. Et du coup, c'était normal en fait. Le dessin était le truc sous-tendu là-dedans. Et quand ils produisaient de l'objet, ils dessinaient en 3D. Et voilà, c'était des grands sculpteurs, dessinateurs, peintres. Et ils faisaient tout ça. Et du coup, on parlait d'ensemblier. Et ce mot s'est complètement perdu parce que je ne sais pas trop comment expliquer. Je pourrais pas en parler aussi bien que quelqu'un qui a vraiment les mots. Mais en gros, tu as quand même maintenant dans les écoles d'art appliqué, et je crois qu'il y a des réformes qui vont passer pour lutter contre ça. T'as la section graphisme, t'as la section machin, c'est comme ça maintenant. C'est vraiment... Du coup, moi je fais rien d'autre que naturellement, parce que je cherche tout le monde. En fait, moi je cherche plus en arrière qu'en avant pour avancer. Donc, c'est un peu toujours, on me dit, ah, mais c'est vieillot, je sais, t'as plein de vieux trucs et tout, d'assiettes de mamie et tout. Mais c'est vrai que je préfère les vieux trucs, en fait je trouve plus de solace dans les vieux trucs. Et du coup, il y a ce truc de... J'ai spontanément repris ce modèle, malgré moi, c'est appelé ça, c'est très pompeux, art total. Art total. Ouais, c'est dans 360, tout est concerné par la picturalité, tu vois. Moi ça me paraît, ça a du oui, sens. mais juste, c'est très dur en tant que créateur de dire je fais de l'art total, c'est affreux. Mais du coup, c'était le terme. Et du coup, c'est vrai que je suis dans ces trucs, c'est-à-dire qu'en fait, l'esthétique que je m'en place, je me permets de revisiter ce métier parce que j'ai trouvé des trucs au travers de... Enfin, une façon de reformuler ce métier grâce aux outils numériques, en fait, tout simplement. Donc, en fait, je regarde comment ils s'y prenaient, comment ils peignaient, comment ils faisaient les relations avec les savoir-faire de leur... Tu vois, d'essayer de faire des projections de leur style picturaux. Leur style pictural, chacun, ouais. C'est plus ça aussi. Et du coup, ils parle bien fort, hein, parce que je parle hyper pas fort, je sais. C'est trop bien, parce que du coup, on t'écoute bien. Mais... Ouais, mais c'est pour les enregistrements, c'est la putain de trucs, c'est chiant. Et du coup, en fait, après, avec tous les outils numériques que j'ai trouvés chez Disney, les tablettes numériques, que j'ai compris qu'on pouvait enfin remettre du geste dans l'ordinateur, tu fais ça, puis tu te dis, attends, si tu sais que tu dessines comme ça, en fait, tu appuies dans le souris, et ça veut dire que tu peux dessiner en 3D comme ça. Ça veut dire qu'en fait, tu peux à nouveau intégrer la main dans le processus de création d'ordi qui normalement n'ont que des algorithmes mathématiques. Donc là, je me suis mis... Ça a du sens. Ouais, mais... Et du coup, j'étais là avec l'iPad, je me dis non mais avec ce truc, je suis obligée de faire quoi. Il faut que je... Et du coup, j'ai commencé par dessiner, j'ai peint plein de trucs pour m'adapter à cet outil parce que je peignais à l'huile, mais en fait, quand tu passes un médium
comme ça, c'est hyper bizarre. Ce que je faisais au début, c'était dégueulasse parce qu'en fait, ton doigt, il faut le. Comment dire? En fait, quand tu peins, tu choisis un pinceau. Il y a un pinceau, au bout d'un moment, c'est le tien. Il a la forme, tu sais exactement à quel moment tu crées ton style, comme ça, avec les outils, tu tapes ton machin. Et puis, si tu changes d'outil, peut-être que tu changes de style. Et du coup, là, bah, tu fais avec ton doigt. Et en fait, il fallait que j'arrive à le façonner comme tu choisis ton pinceau. Je pense que c'était un truc comme ça. Et du coup, j'étais là, puis j'arrivais pas. Tu peux lui donner n'importe quelle forme à ton doigt, n'importe quelle couleur, n'importe quel truc. Il peut être piquant, truc, machin. Enfin, c'est terrible, c'est affreux. Du coup, tu dois choisir ton truc. Et du coup, j'ai mis des plombes à avoir un dessin qui était. T'as mis des plombes à avoir ton doigt, quoi. Ouais, à choper mon doigt et qui parle de l'ADN du numérique, à savoir cette brosse. Mais beaucoup de graphistes travaillent avec ça, je dis pas. Mais... Cette brosse, parce qu'en fait, un pinceau sur un ordi, c'est un rond, ou un carré si tu veux le générer comme ça, mais en gros, c'est un rond que tu traînes comme ça, et il laisse une trace. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve. C'est un stylo, en fait. Ouais, le stylo, il est une pointe. Et normalement, les gens, quand ils dessinent, on sent les débuts, tout est en contour, parce que si tu prends un stylo, t'es vraiment très fin, tu conçois tout, comme ça, tu contournes les choses. Bah, c'est parce que tu respectes l'outil que t'as dans les mains, en fait, tu trouves une pertinence de dessin avec l'outil que t'as dans les mains. C'est pour ça que je dis que quand tu changes d'outil, généralement, tu changes un peu de style quand même. Et du coup, là, bah, j'ai voulu assumer complètement ce doigt qui traîne, quoi. Du coup, c'est hyper... C'est ça. J'essaie de garder la spontanéité du doigt sur l'écran qui est un peu maladroit, mais en même temps qu'il faut quand même maîtriser, parce que sinon, ça reste un gribouille, quoi. Et du coup, tu utilises quel logiciel pour justement... Alors ça, c'est un logiciel tout bête, c'est 3€ sur iPad, tout le monde peut le télécharger, et c'est juste comme un Photoshop, mais light. Ouais. Et tu peux dessiner directement avec le doigt. Mais il y a des pinceaux qui sont... il y a l'Apple Pencil, là, je sais pas si c'est eux qui ont sorti un super stylo pour Apple qui est incroyable. Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme la spontanéité avec le doigt. Je trouve ça super dingue de réactiver un archaïsme du dessiner avec les doigts, mais avec un truc méga high-tech, tu vois. Ça. Il y a un truc un peu incongru qui me plaît beaucoup. Et je pense que c'est quoi le nom de l'appli, du coup Procreate. D'accord. Ça, je pourrais tout ouais. Mais elle a rien de plus qu'une autre, je voudrais pas, ouais. Tu vois, c'est pas génial pour que j'en sais rien, j'ai commencé avec ça. C'est surtout Apple qui m'a contacté, ils me prêtent l'iPad Pro en fait. Ils ont vu sur Instagram ce que je faisais et ils m'ont convoqué au siège un jour. Je sais qui s'est fait une bêtise. Non, ils m'ont donné un iPad Pro de façon indéterminée, donc voilà. Après ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire, attention. D'accord. Ils aiment pas trop, en fait, ils aiment pas trop, tu sais, c'est Apple. Hein, ouais. Non, mais ils soutiennent, c'est hyper bien de faire ça, mais ils soutiennent, mais ils veulent que ça reste undercover. Quoi. Vraiment, genre. Ouais, c'est particulier. Super bizarre. Bon, mais du coup, je suis très contente, je peux faire mes merveilles parce que l'iPad Pro peut te permettre de faire des trucs encore plus HD, tout ça. Et donc, je me sers aussi de l'iPad en interface pour générer les objets. D'accord. J'avais commencé sans lui, j'y arrivais déjà, mais c'est bien parce que je gagne en spontanéité. Et mes objets, c'est un logiciel que j'ai trouvé donc, aux States. J'ai vu les c'est Nodu. C'est quoi non, c'est... Il y a Mudbox et il y a ZBrush, mais c'est des logiciels qui existent depuis très longtemps, c'est juste que c'est utilisé par le cinéma d'animation pour faire, tu sais, tous les personnages en fait en 3D quoi. Et du coup, il y a une spontanéité dans la picturalité parce que forcément ils sont colorés, ils sont machin. C'est des gars qui dessinent en 3D en fait. Tu sais, c'est des animateurs, c'est des gars qui font des design caractères, tu sais, ils font vraiment tous les petits personnages, la petite souris, le petit machin. Et du coup, c'est des vrais dessinateurs qui sont emparés, enfin, en tout cas le logiciel, je sais pas comment c'est l'histoire du logiciel, mais c'est lié à l'histoire du cinéma d'animation et des jeux vidéo. Parce que c'est assumé que leurs dessins peuvent être transposés, enfin tu vois, ils doivent pouvoir être transposés dans ce logiciel pour être animés en 3D. Du coup, ils respectent vachement les couleurs et l'esthétique d'un dessin. Tu vois, et tu vois, c'est exactement ce que je cherchais, ça existait complet. Bon, après, j'ai un peu bidouillé pour pouvoir faire des objets avec et les imprimer, mais en fait, c'était ça que je cherchais. Je cherchais un logiciel qui me permette de transposer mes peintures, enfin la puissance en tout cas que j'avais dans mes peintures. Alors que dans le design industriel, t'as pas tous ces trucs parce que c'est des algorithmes mathématiques, c'est des courbes, on appelle ça des courbes NURBS. Enfin, des courbes de Bézier. Bézier, c'était un ingénieur, il a inventé le logiciel. Voilà, enfin, t'es pas du tout dans les trucs où t'as envie de faire. Ça pouvait pas être un logiciel où on intégrait de la couleur et du geste. C'était un ingénieur qui décide qu'il va faire des pièces pour Epson, c'est Peugeot, mais je dis peut-être des bêtises, peut-être c'est Renault.
Il a mis au point ce logiciel pour rentabiliser le travail pour les pièces techniques des processus industriels, ce qui est très intelligent, enfin c'était un génie. Juste, après c'est devenu l'outil des designers alors qu'ils sont censés avoir une culture de l'objet qui va au-delà de la technique, au-delà des fonctions. On embarque des trucs culturels, les gros mots, culturels, des émotions, de la couleur, enfin, des trucs comme ça, tu vois, quand même. En tant que designer, on est censé jongler avec ça un peu. On jongle dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais voilà, et du coup, avec tout ça, là, j'ai commencé à fonder ma pratique un peu entre tous les supports. Donc, je fais de l'illustration, je fais du textile, je fais des tapis. J'ai sorti 2 tapis là à Milan. C'est les dessins qui sont là. Ils sont tout petits. D'accord. Et du coup, j'ai des photos aussi. Il a un peu changé depuis. J'ai changé de forme. Des objets qui méritent d'être réveillés. Et c'est quoi le symbole du cochon pour la tirelire alors? Le cochon, en fait, il y a un gros problème parce que l'homme sait très bien qu'il a des. En gros, c'est ça. Tu peux te faire greffer un cœur de cochon. On a des similitudes de dingo d'un point de vue patrimoine génétique et tout. Et du coup, il y a à la fois tu t'assimiles et tu rejettes le truc parce que c'est un gros porc, il est gras, il comprend rien, il se roule dans la boue. Donc il y a une espèce de truc genre d'emmagasiner déjà. D'emmagasiner, donc il y a des sous. Mais après, tu sais, c'est des histoires qui dépendent vraiment d'un pays à l'autre, c'est pas vraiment de la même chose, mais pourtant la silhouette revient. Moi, ça me fascine. J'ai jamais assez de temps pour lire tous ces trucs parce que je achète des bouquins tout le temps sur ce genre sur les arts populaires, quoi. Enfin bref, et du coup, je me perds. J'ai ni de haine. Il faut bien comprendre que même quand je dis ouais, le design, ils font des petites contours à pierreries coloris, c'est même pas pour dire que c'est pas bien, c'est juste pour dire que j'aime bien essayer de sortir des trucs qui s'instaurent. Tu vas avoir des milliers de tapis, j'ai un problème avec les tapis, dessiner des tapis de ce portrait, puisqu'en général je fais des tableaux pour m'inspirer, je fais sortir mes objets des tableaux, quoi. C'est aussi bête, je vis dans Disney, dans la tête de Disney. Je suis dans Disney Revival, et du coup à partir de ça j'ai fait des réinterprétations des esquisses du gars avec ma gamme colorée que j'avais mis en place, si tu veux un truc vraiment trash, tu sais, iPad quoi. Écran RVB. Je me suis dit ok, pour que ça parle de modernité, on va assumer vraiment le truc 100% écran. Et du coup j'ai repris ces couleurs et j'ai interprété les patterns du. D'accord, et donc en partant de ce tissu-là, comment tu t'as. Non mais ça c'est moi qui l'ai fait le tissu. Ah c'est toi qui l'as fait. D'accord. En fait je vais te montrer. J'ai toujours mes copines là, je vais oublier de la tourner, elle est finie, elle est beau. C'est quoi du coup ton processus de création par rapport à cette peinture par exemple? Parce que c'est du digital. Alors ça... Pour être assez concret. Ça là, pour être assez concret, c'est une manufacture viennoise qui m'a contactée avec une équipe de la Vienna Design Week. À Vienne, ils font une super Design Week dont personne n'entend vraiment parler parce qu'ils n'ont pas le même réseau de communication que nous. Mais ils ont une super Design Week et ils m'ont invité en 2015 à dessiner des textiles parce qu'ils avaient vu mes premiers dessins à iPad. Et ils voulaient un peu essayer de me faire faire une collaboration avec cette manufacture qui est une vieille manufacture viennoise qui a je sais pas combien de 130 ans quoi. Ouais, bref. Et du coup je les ai rencontrés et ils m'ont présenté de très vieilles gouaches, les premiers designers qui avaient travaillé pour eux, qui étaient magnifiques et tout, dont un gars qui est très connu qui était un ami de Klimt. Son nom échappera bientôt, on se pas bien du. Et du coup, il avait en point d'entrée du projet, j'ai choisi de faire un hommage à ce gars parce que ses aquarelles, enfin ses gouaches et tout étaient tellement belles que je me suis dit bon ok, on va faire un espèce de face à face avec lui. Donc le premier truc que j'ai fait c'est de me faire face à lui. En fait la démarche c'était, il a fait plein d'autoportraits de lui. Du coup je suis allée face à un autoportrait de lui. J'ai copié son autoportrait, puis après je me suis fait dans la même position. Genre, il a vraiment une attitude très... En fait, je l'ai su qu'après, mais c'est un tableau où il exprime son angoisse parce qu'il vient de comprendre qu'il a un cancer de la gorge. Et du coup, en fait, il est comme ça, puis il y a un truc... il te regarde, genre, voilà, je vais mourir, quoi. Il te regarde et je vais mourir. Et moi, comme un débile, je me dis, bon, je vais prendre celui-là. Et toi, ça t'a inspiré, tu t'es dit, ah putain, je kifferais trop la même expression. Mais si, il me faisait vraiment face, du coup, tu sais, c'est un autoportrait qui est foudroyant, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre son expression. Et j'ai fait ça, mais après, j'ai compris que c'est parce qu'il incarnait l'angoisse de mourir. Donc forcément, bon, j'ai pas l'air très sympathique. Ouais, c'est plutôt drôle, hein, du coup.
Et je peux pas me dédoubler, c'est pas parce que je... Non, non, j'imagine. C'est pas parce que j'ai envie d'arrêter, c'est juste qu'en fait il y a des périodes où il y a des projets qui me poussent plus à ceci ou cela. En fait, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on arrive à faire en autoportrait à l'iPad. De toute façon, je vais le sortir, mais il n'y a pas de scrupule. Celui-là fait un peu peur, oui. Mais du coup, ça donne des trucs assez chouettes quand on imprime. Design plus que peinture en ce moment. Ça, c'est D'accord. un de gymnastique. Tu sais, je m'échauffe un peu les muscles parce que je dessine tout le temps, donc c'est pratique de... Si tu veux, t'as jamais personne qui est d'accord pour poser assez longtemps pour se faire son autoportrait, ça embête tout le monde. Donc au moins, bah, moi je suis d'accord pour poser. Il n'y a pas un moment où je dis oh, j'en ai marre et je me casse comme tout le monde me le fait. Du coup, ben, c'est un peu... Moi, je veux bien que tu me tires mon portrait si tu veux voir, ça ne dérange pas. Non, mais en fait, le problème, c'est que maintenant, j'ai même plus le temps de faire ça. Alors, j'adore faire ça. Non, mais... Ça, si tu veux, je les ai scannés quand même.